Le circuit des fontaines de Paris s'inspire d'une des balades du topo-guide de la Fédération française de la randonnée pédestre, Quartier et histoire de Paris à pied. Un topo-guide des randos citadines. Et pour cette rando citadine, nous démarrons place Saint-Sulpice, sur la rive gauche de Paris. Les premières fontaines à Paris datent du XIIe siècle. Ce n'étaient que de simples points d'eau. À la Renaissance, les reines de France d'origine italienne, les Médicis, ont fait aménager de premières fontaines. Mais c'est surtout sous le règne de Napoléon III que des fontaines ont été installées par le baron Haussmann. Sir Richard Wallace a fait don à la ville de Paris d'une cinquantaine de fontaines avec les trois grâces qui portent son nom. Elles sont en acier. L'église Saint-Sulpice a été construite sous le règne de Louis XV. La façade vient d'être restaurée. Sur l'esplanade, la première grande fontaine que nous voyons est la fontaine des quatre points cardinaux, que l'on appelle également la fontaine des quatre évêques. Celui-ci est Massillon, évêque de Clermont. La fontaine est constituée par un sous-bassement de 3 bassins octogonaux. Et au-dessus, nous avons un édicule de base carrée surmonté d'un clocheton. Ici, Fénelon, évêque de Cambrai. Le second bassin est décoré de lions qui tiennent dans leurs pattes les armoiries de Paris. Encore un quart de tour et voici Bossuet, évêque de Meaux. Cette fontaine a été réalisée sous le règne de Louis-Philippe Ier en 1844 sur les plans de Visconti. Ça mousse. Sur la dernière face, Fléchier, évêque de Nîmes. Ce sont depuis les vasques du troisième bassin que coule l'eau. Est-il allé chez le dentiste depuis 1844? Fluctuat nec mergitur. Flotte mais ne coule pas, devise de la ville de Paris. Avoir une vue ici sur cet ensemble ne doit pas être déplaisant. Les petites chambres de bonne, souvent logement d'étudiants maintenant. Quant à Saint-Sulpice, si la tour nord a été achevée, la tour sud est partiellement achevée. Quittons la place Saint-Sulpice et prenons la rue Bonaparte. C'est sur la place Saint-Sulpice que se trouve la mairie du 6e arrondissement.
Bonaparte. En se dirigeant vers la Seine, nous allons atteindre la place du Québec. L'angle de la rue Bonaparte et de la rue du Four. Nous voici place du Québec à présent. Une fontaine moderne, mais qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle, de l'artiste québécois Charles Daudelin, a été installée, l'Embâcle. Une sculpture moderne d'où l'on peut apprécier la silhouette de l'église Saint-Germain-des-Prés. Cette fontaine, l'Embâcle, symbolise la puissance des eaux du fleuve Saint-Laurent lorsqu'il soulève de grands morceaux de glace. Nous sommes arrivés au niveau du boulevard Saint-Germain. Le café de Flore se trouve à ce niveau et non loin les Deux Magots. Traversons le boulevard et sur la droite, allons voir le square Félix Desruelles. Dans le square, réalisé par Félix Desruelles, on trouve la fontaine pastorale, là aussi à l'arrêt. Elle représente la rencontre d'une jeune fille et d'un berger. En principe, 3 petits filets d'eau coulent au bas de cette fontaine. Revenons devant l'église Saint-Germain-des-Prés. Cet endroit correspond vraiment au Paris littéraire et artistique. On y a vu Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre, mais aussi des peintres comme Pablo Picasso. Autres écrivains ayant fréquenté les lieux, André Gide, Antoine de Saint-Exupéry, André Malraux. On tourne à droite, dans la rue de l'Abbaye, qui longe le petit square attenant à l'église Saint-Germain-des-Prés. Ce square, Léon Prache, comporte une statue de Guillaume Apollinaire. Une belle vue sur le clocher de Saint-Germain-des-Prés. L'église Saint-Germain-des-Prés, ancienne, est l'une des plus belles de Paris. Les immeubles haussmanniens se succèdent jusqu'à la rue de Fürstenberg. Nous nous y engageons. La rue de Fürstenberg aboutit sur la place du même nom. Elle est ornée de ces célèbres Polovnia. Face à la rue de Fürstenberg, l'Institut catholique de Paris.
Que de splendeur dans Paris. C'est au 6 de la rue de Fürstenberg que se trouve le musée national Eugène Delacroix. Les Polovnia. Le charme de cette placette est vraiment incroyable. Si vous voulez plus personne, c'est ça. Moi, vous savez ce que je faisais? Ah merci, c'est super, merci. On poursuit rue de Fürstenberg et au bout, on tourne à droite dans la rue Jacob. La rue Jacob nous amène à la rue de Seine. Encore une fontaine qui ne marche plus, la fontaine Jacob. Elle est due à l'artiste Guy Lartigue qui l'a dédiée à son fils Brice, comme l'atteste une plaque au pied de la sculpture. Cette fontaine est constituée par des lamelles de marbre dans le petit square. Nous sommes au niveau des rues Jacob, à gauche rue de l'Échaudé et de ce côté la rue de Seine que nous allons emprunter sur la gauche et qui précisément va nous amener au fleuve. Un petit figuier pousse dans le square. Dans la perspective de la rue de l'Échaudé, on aperçoit une tour de Saint-Sulpice. Un bel immeuble à l'angle de la rue de l'Échaudé et de la rue de Seine. On croise la rue de l'architecte Visconti. Visconti est l'auteur du tombeau de Napoléon Ier. Et également de la fontaine de la place Saint-Sulpice. Sur la gauche, la rue des Beaux-Arts. Nous arrivons au niveau de l'Institut de France. L'automne a ses charmes. Nous passons devant le square Gabriel Pierné. L'Institut de France est en rénovation à son tour. Des traces du passé. Si l'échafaudage ne s'écroule pas sur moi, je vais passer par le petit porche pour me retrouver sur la place de l'Institut. Les feuilles d'acanthe des chapiteaux corinthiens. Ici, ce ne sont pas des colonnes, plutôt des pilastres. Face à nous, le pont des Arts et le palais du Louvre. Par cette ouverture, on peut pénétrer dans la cour carrée.
La porte de l'Institut de France est fermée. Personne pour m'accueillir. Nous allons suivre le cours de la Seine en remontant le quai Conti. Voici le pont des Arts, qui est très facilement reconnaissable. C'est un pont piétonnier. Poursuivons vers le pont Neuf. La Samaritaine, la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, la statue de Condorcet. Nous allons passer sur l'île de la Cité. L'hôtel des Monnaies. La statue du Vert Galant, le bon roi Henri IV, qui donne son nom au square à Laval, à la pointe de l'île de la Cité. Le pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Les fontaines Wallace ont été installées par philanthropie. Il s'agissait de lutter contre l'alcoolisme. Les femmes qui supportent le dôme représentent chacune une vertu. La bonté, la simplicité, la charité, la sobriété. Allons jusqu'à l'île de la Cité. Au niveau de ces superbes pavillons sur l'île de la Cité, on emprunte cette petite rue Henri Robert, pour accéder à la place Dauphine. La place est triangulaire. Ça se passe de commentaires. De cette place Dauphine, on peut observer l'arrière du palais de justice.
longeons l'hôtel de Harlay et par la rue de Harlay, nous rejoignons le quai de l'Horloge. Le Pont-Neuf, les tours de la conciergerie, de sinistre mémoire. Nous allons emprunter le pont au Change pour aller voir la fontaine du Châtelet. Nous longeons la cour de cassation. Sur le quai de la rive opposée, rive droite, le quai de la Mégisserie, se trouvent de nombreuses animaleries. Belle vue sur Saint-Jacques-la-Boucherie. On longe la conciergerie à présent. L'emblème de Napoléon sur le pont au Change. Dans cette sombre conciergerie, la pauvre reine Marie-Antoinette a croupi avant d'être transportée sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, pour être décapitée le 16 octobre 1793. D'ici, on aperçoit les toitures et clochetons de l'hôtel de ville de Paris, qui date de la Troisième République, puisqu'il avait brûlé lors de la Commune en 1871. Théâtre de la ville, place du Châtelet. Sur la place du Châtelet, la fontaine du Palmier est une commande de l'empereur Napoléon Ier à François-Jean Bral. Elle commémore les victoires de l'empereur. L'aigle napoléonien est cerné par les pigeons. Au-dessus se trouve un fût avec les noms des victoires de Napoléon. Une victoire en bronze doré de Louis-Simon Boiseau domine le tout. À la base du fût, 4 statues allégoriques. La vigilance, la force, la justice, la prudence. Napoléon aurait dû se souvenir de la prudence avant d'engager la guerre d'Espagne et la guerre de Russie. À l'origine, la fontaine se trouvait à 18 mètres plus à l'est. À 12 mètres, pardon. Sous le Second Empire, la statue a été déplacée justement vers l'ouest et c'est Henri-Alfred Jacquemart qui a dessiné les sphinx.
Côté est, le théâtre de la ville. De l'autre côté, c'est le théâtre du Châtelet. On passe dans l'avenue Victoria. En empruntant l'avenue Victoria, on longe le square de la Tour Saint-Jacques. On longe le square sur la gauche par la rue Saint-Martin. Il est indiqué ici qu'il est possible de visiter la tour Saint-Jacques-la-Boucherie au printemps et en été. Mais il y a 300 marches à gravir. La vue est imprenable au sommet. On franchit la rue de Rivoli et on continue tout droit. On aperçoit l'hôtel de ville. Toujours des choses à voir à Paris, pour ceux qui savent observer. On tourne à droite dans la rue de la Verrerie. En face de la rue de la Verrerie, la rue des Lombards. Nous laissons derrière nous cette belle rue Saint-Martin. L'église Saint-Méry est toute proche. Ce ne sont pas les mosaïques de Ravenne, mais ce sont des mosaïques tout de même. On tourne dans la rue des juges-consuls. Et on tourne à gauche dans la rue du cloître Saint-Méry. On arrive alors sur la place Stravinsky. Cette place comporte la fontaine Stravinsky, ornée des statues des époux Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal. La fontaine Stravinsky est également appelée fontaine des automates. C'est une commande de la ville de Paris en 1983. Rue Brise-Miche, avec ses restaurants. La fontaine rend hommage au compositeur russe Igor Stravinsky. Les statues de Jean Tinguely et de Niki de Saint-Phal d'ordinaire sont mobiles. Elles sont au nombre de 16. Voici le chapeau de clown. Le cœur. Les structures très colorées de Niki de Saint-Phal sont en polyester, sur des montants d'acier. Voici le serpent, l'éléphant avec sa trompe, la sirène, l'oiseau de feu, la clé de sol, l'amour,
La spirale. La mort. Pas de chance, aujourd'hui, ces statues ne tournent pas. Vous les verrez dans l'un ou l'autre de mes autres films. L'église Saint-Méry. Le centre Beaubourg qui fut tant décrié. On tourne dans la rue Berger. Si le centre Beaubourg n'a pas plu, il ne faut pas oublier que la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, en leur temps, ne furent pas appréciés, notamment par Guy de Maupassant. Précision pour le Sacré-Cœur, il fut achevé largement après la mort de Maupassant. Dirigeons-nous vers la fontaine des Innocents. Nous retrouvons la rue Saint-Martin. On rejoint le boulevard de Sébastopol par la rue Aubry-le-Boucher. Avec les fontaines Wallace, les colonnes Maurice font partie du décor urbain de Paris. Nous voici parvenus au boulevard de Sébastopol. Il monte vers la gare du Nord. La rue Berger nous permet d'accéder à la place Joachim du Bellay. La fontaine des Innocents, réalisée à l'occasion de l'entrée du roi Henri II dans Paris, se trouve au milieu de la place Joachim du Bellay, poète du XVIe siècle. La fontaine est l'œuvre de Jean Goujon et de Pierre Lescot. Goujon et Lescot ont conçu la fontaine comme un autel dédié aux nymphes. Elle est décorée de pilastres au chapiteau corinthien. On observe le H de Henri II. La fontaine des Saints-Innocents était adossée à la très vétuste église des Saints-Innocents qui a été détruite. Il a donc fallu sculpter une nouvelle face. La fontaine, déplacée en 1860,
a été placé sur un socle pyramidal étagé de 6 étages à bout arrondi. Le tout repose sur un bassin circulaire. Toute proche des Halles, la place Joachim du Bellay est l'un des coins les plus fréquentés de la capitale. Le nouveau Forum des Halles, nous allons le longer. La canopée. On ne perd pas de temps, on va jusqu'à la bourse du commerce. Oui, ok. Oui, parce qu'il y en a qui veut dire la monnaie, enfin, un c'est comme, oui, ça veut bizarre parce qu'ils ont deux noms. Il y en a un qui veut dire la monnaie, l'autre qui veut dire vraiment Le nouveau temple de la consommation. Nous sommes loin du pavillon Baltard. Derrière ces palissades, les travaux d'aménagement du nouveau jardin Nelson Mandela se poursuivent jusqu'en mars 2018. Voici ce que l'on nous annonce avec en toile de fond l'église Saint-Eustache. Rue du Pont-Neuf. Tout est en rénovation. Saint-Eustache est en travaux. La bourse du commerce est en rénovation elle aussi, avec la colonne de Catherine de Médicis. Colonne astronomique. On sent que l'esprit de Henri IV et de Sully flotte toujours sur les lieux. Colonne de Catherine de Médicis. Est-ce que nous sommes à Paris ou est-ce que nous sommes à Salzbourg? Un symbole maçonnique, en tout cas, avec les rois mages et également le compas et l'équerre. Rue Sauval, une de ces petites rues secondaires comme il y en a tant dans Paris. Rue du Louvre. Nous allons emprunter la rue du Colonel Drian et nous rendre au Palais Royal, anciennement Palais Cardinal. On s'engage dans la rue du Colonel Drian. Né à Neuchâtel-sur-Aisne en 1855, Émile Drian fut un héros de la Première Guerre mondiale. Il fut tué le second jour de la bataille de Verdun, le 22 février 1916. Il est mort au Bois des Corps. Il avait publié sous le pseudonyme de Capitaine d'Henritte un grand nombre de romans d'anticipation militaire, dont La guerre de demain. La belle place du lieutenant Henri Karcher. On longe la Banque de France. En traversant la rue de Valois, on peut prendre ce petit passage pour se retrouver dans les jardins du Palais Royal. La rue de Valois en question. Une manifestation se prépare.
se trouve le ministère de la Culture. Les fameuses colonnes de Buren, tant décriées, ont été installées en 1986. Pourquoi ces colonnes ont-elles fait couler autant d'encre? C'est que dès lors que l'on rompt avec un certain conformiste, eh bien, il y a toujours des grincheux pour s'exprimer. Qu'auraient dit Richelieu et Louis XIII s'ils avaient vu ces colonnes? Il y a de quoi loger du monde. Les colonnes de Buren surplombent un réseau souterrain de cours d'eau où les touristes et les Parisiens en mal d'amour jettent souvent des pièces avant de formuler un vœu. Cette galerie aurait besoin d'une rénovation. Jolie frise. Encore des fleurs en septembre, ici des anémones. Certaines vasques ont été restaurées, d'autres non. Les astères sont de sortie. Ici avec des dahlias. Fontaine centrale des jardins du Palais Royal. Elle déploie son jet d'eau en éventail. Les pelouses bordées de massifs fleuris ont été redessinées par le paysagiste Marc Rüttgen. Les tilleuls ont été plantés dans les années 1970. Ici, une statue de marbre, le pâtre et la chèvre. C'est l'architecte Victor Louis qui a rajouté les pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens
sur les bâtiments du Palais Royal. Qu'il fait bon flâner ici. Flâner, manger, prendre une consommation. Merci Victor Louis. Ces boules en acier poli de Paul Bury scintillent au soleil. Ce sont des fontaines. Évidemment, elles ne fonctionnent pas en ce moment. Il y en a un groupe du côté du ministère de la Culture et de la Communication. Et celui-ci est côté Conseil constitutionnel. Ce sont les sphérades. Quittons par ici le Palais Royal. Nous allons déboucher rue de Richelieu, ce qui est logique puisque c'est Richelieu qui a fait construire ce palais. Un dernier petit regard. Tournons à droite dans la rue de Richelieu pour atteindre le square Louvois. Nous parvenons au niveau du théâtre du Palais Royal. Rue de Beaujolais. Pour le nouveau, ça sera en novembre. Un grand restaurant parisien. Vue sur la rue de Montpensier. On emprunte le passage de Beaujolais. La rue de Richelieu. Le long de la Bibliothèque nationale. Sur la gauche, le square Louvois. Sur la droite, au 58, la Bibliothèque nationale. À cet endroit se trouvait l'Opéra Richelieu. En 1820, le fils de Charles X, héritier du trône, fut assassiné. De rage, Charles X fit raser l'Opéra Richelieu. Et l'on bâtit alors et l'on fonda ce square Louvois. Le fils de Charles X était le duc de Berry. La fontaine du square est encore due à Visconti, comme la fontaine de la place Saint-Sulpice ou le monument funéraire, le tombeau de Napoléon Ier. 4 silhouettes féminines représentent un fleuve français. Face à nous, la Seine. À la base de la statue, Klagmann a sculpté des tritons qui chevauchent des dauphins.
Si Charles X a fait raser l'Opéra Richelieu, c'est Louis-Philippe qui, quelques années plus tard, a fait aménager le square et la fontaine. Puis, sous le Second Empire, c'est le baron Haussmann qui a construit les immeubles tout autour du square. De ce côté, une anomalie. C'est la Saône qui est représentée en lieu et place du Rhône. Mais la Saône n'est pas un fleuve, c'est une rivière. Des médaillons avec les signes astrologiques. Ici, les Gémeaux. La Loire. Et regardant vers la rue de Richelieu, c'est la Garonne. On sort du square Louvois par la rue de Lully et l'on s'engage dans la rue de Louvois. On tourne à gauche dans la rue Sainte-Anne. That's Doodle. On dépasse la rue des Petits Champs. Rue Villet-d'Eau. On s'engage à gauche dans la rue Thérèse. Un beau hall d'entrée. À l'extrémité de la rue Thérèse se trouve la fontaine Molière. Rue de Richelieu, que nous retrouvons, et rue Thérèse, d'où nous débouchons. Sur cette place, maintenant appelée Mireille, se trouve la fontaine Molière. C'est encore une fontaine due à Visconti. Mais la statue, elle, est de sœur. Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, est représenté avec une plume à la main. Il est sur un socle qui est entouré par une allégorie de la comédie sérieuse et de la comédie légère. Quand elle fonctionne, 3 têtes de lion crachent de l'eau dans ce bassin. La date en latin indique que la fontaine date de 1844. On emprunte à présent la rue Molière. Nous allons déboucher avenue de l'Opéra. C'est une vitrine pour les immeubles haussmanniens. Nous arrivons sur la place Malraux. Fontaine du théâtre français. À la base de cette fontaine, une ronde d'enfants en bronze. La vue sur l'Opéra Garnier, au bout de l'avenue de l'Opéra.
La Comédie Française se trouve de ce côté. Symétrique, une autre fontaine se trouve de ce côté. Place André Malraux. Voilà une place fort encombrée de voitures. Et voilà revenu du côté de la Comédie Française. Et de ce côté, c'est la place Colette. À cet endroit, on trouve une très curieuse entrée de métro, le kiosque des amoureux. Le kiosque des amoureux a été réalisé par Jean-Michel Othoniel. Vue sur la Comédie Française. On s'engage dans la rue Saint-Honoré. À une rue près, on longe le palais du Louvre. Nous croisons la rue des Pyramides. Sûrement une référence à Napoléon. La statue de Jeanne d'Arc. Plus loin, toujours dans la rue Saint-Honoré, on observe la façade de l'église Saint-Roch. Au bout, rue de Rivoli, les grilles du jardin des Tuileries. Of course. And then your partner with me. Of course. Nous sommes à proximité de la place Vendôme, réservée aux joailliers, et voici la colonne qui avait été abattue pendant la Commune de 1871. Nous tournons à gauche dans la rue de Castiglione. À ce niveau-là, ce serait de la goinfrerie. C'est bien plaisant. On arrive sur la rue de Rivoli. Place Vendôme, au bout de la rue de Castiglione.
Rouget de Lille. Nous parvenons en vue de la place de la Concorde. Un vieil autobus parisien. La place de la Concorde fut conçue en 1750 par Ange-Jacques Gabriel et portait initialement le nom de place Louis XV. Ici débouche la rue Royale. Et de ce côté, l'avenue des Champs-Élysées. De ce côté, c'est le jardin des Tuileries. Et au fond, c'est la Seine. Les 21 janvier et 16 octobre 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette y furent respectivement guillotinés. La place portait le nom de place de la Révolution. En 1795, on l'appela place de la Concorde, c'est-à-dire place de la paix. Au centre, l'obélisque est un cadeau de Méhémet Ali au roi de France Charles X. Il pèse 227 tonnes. L'obélisque a une hauteur de 23,8 mètres et est coiffé d'un pyramidion de 3,6 mètres en feuilles d'or. L'obélisque vient du temple égyptien de Luxor et même s'il a été donné pour le roi Charles X, il a fallu attendre 1836 sous le règne de Louis-Philippe Ier pour qu'il soit dressé là. Au milieu de la place se trouvent des fontaines dues à Jacques Itorf et qui représentent les mers ou bien les fleuves de France. Merci Jacques Itorf. Dans le fond, nous voyons l'église de la Madeleine. Le Palais Bourbon, Assemblée nationale en fond de toile. La place de la Concorde est encadrée par des statues de femmes qui représentent des villes de province françaises. Ici, Brest. Là, c'est Rouen. Nantes. Bordeaux. Lille. Et il y a encore Marseille, Lyon et Strasbourg. Strasbourg qui a été recouverte d'un voile noir entre 1871 et 1918 parce qu'elle était annexée par le Reich allemand. Ceci termine le circuit des fontaines de Paris.